C'est la première possibilité que vous avez avec la constatation que deux expériences sont les mêmes. Par contre, on peut aussi considérer que la répétition de cette expérience, qui reste toujours la même, provient d'un seul objet qui, lui aussi, reste toujours le même. C'est-à-dire, on génère un individu qui maintient son identité. Si je suis un prestidigitateur et je suis capable de vous montrer ce verre avec de l'eau ici, puis je fais comme ça et le verre de l'eau apparaît ici. Vous croyez, ou vous vous êtes mené à croire que ce verre d'eau ici est identique avec le verre d'eau ici. Les prestidigitateurs font ça souvent avec des monnaies. Ils tirent une monnaie du nez d'un spectateur et puis cette monnaie arrive dans votre poche. Et l'art du prestidigitateur consiste précisément dans le fait qu'il fait vous croire qu'il y a une identité là. C'est le même individu qu'il a tiré du nez d'un autre. Alors, vous avez un objet qui génère la même expérience en plusieurs occasions. Et ça, la base de ça est ce que j'appelle l'identité individuelle. Dans ce cas, on aura plusieurs expériences considérées toujours la même, et ces expériences correspondent à un seul objet. C'est la naissance de ce que Piaget a appelé objet permanent, ou plutôt la création d'un des aspects nécessaires pour la genèse de l'objet permanent. Maintenant, je vous demande un supplément de patience. J'arrive à la dernière étape de mon exposition. Si on suppose qu'un seul objet soit la source de plusieurs expériences, alors cet objet permanent doit avoir quelque part où il peut rester pendant les intervalles quand on s'occupe d'autres expériences. Je crois que c'est très clair. Si vous voulez maintenir que ce verre est le même verre, dans le sens c'est le même individu que vous avez vu hier sur cette table, il faut bien que ce verre ait une table pour rester dessous quand vous allez au lit, quand vous faites petit déjeuner et quand vous ne voyez pas ce verre, quand il est dehors votre champ d'expérience. Bien, cette espèce de reposoir où les choses peuvent attendre votre attention, je l'appelle proto-espace, parce que c'est la base de tous les concepts d'espace auxquels on arrivera dans le développement conceptuel. Évidemment, le proto-espace n'est pas encore un espace métrique dans lequel on peut mesurer des distances ou spécifier des relations spatiales. Ce n'est qu'un lieu logiquement nécessaire pour conserver les objets permanents, mais c'est le fond sur lequel on construira toutes les autres propriétés de l'espace. Parallèlement, l'idée de l'objet permanent requiert que cet objet ait une durée pendant les intervalles quand on s'occupe d'autre chose. La même chose, ce verre, quand il est dehors votre champ d'expérience, doit passer l'intervalle dans lequel vous avez d'autres expériences pour pouvoir retrouver ce verre après. Cette perdurance, elle aussi, est logiquement indispensable. Si je veux que l'objet dont je fais l'expérience en ce moment soit le même, identique,
individu dont je faisais l'expérience tout à l'heure, il faut que cet objet ait passé cet intervalle de quelque façon. Eh bien, une fois établie cette partie de mon monde conceptuel, je peux facilement projeter la séquence des durées des expériences que j'ai eues pendant l'intervalle sur la durée de cet objet qui attendait mon attention dans son reposoir. De cette projection d'une durée sur une autre produit ce que j'appelle le proto-temps. C'est-à-dire que le temps se produit en projetant une série d'événements sur une autre série d'événements. Dans ce cas aussi, il n'y a pas encore une métrique, mais on a déjà la possibilité de spécifier un avant et un après. Et lorsqu'on établit une durée comme unité paradigmatique, par exemple le tour d'une aiguille d'une cloche, on pourra projeter cette unité sur la durée d'un autre événement et ainsi mesurer le temps. Je vous ai présenté cette explication plutôt abstraite pour montrer que le constructivisme n'est pas seulement une position épistémologique, mais comporte aussi une recherche sur les bases de notre monde conceptuel. Pour un jardinier ou un charpentier ou un maçon, ces bases peuvent être pas très importantes. Mais par contre, pour les gens qui veulent s'occuper de psychologie, des sciences et surtout de l'éducation, la conscience de modèles que puissent expliquer la formation des concepts les plus élémentaires devrait être indispensable. Pourtant, à ce point, vous pourriez demander pourquoi parler de construction? L'espace est tout autour de nous, le temps passe sans que nous fassions rien, c'est la réalité qui est comme elle est. Je réponds oui, c'est vrai. Tout ça a l'air d'être indépendant de nous. Mais ça nous semble ainsi parce que nous, comme a dit très bien Spencer Brown, avons oublié comment nous l'avons fait. D'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples de concepts bien plus simples et pratiques que ceux de l'espace et du temps. Et quand même, je doute que vous vous soyez jamais rendu compte de la construction qu'il faut faire pour les avoir. Prenez la constellation d'étoiles qui s'appelle Cassiopeia. Si vous regardez le ciel d'une nuit claire, cette constellation est assez voyante comme pendant à la Grande Ourse. Je ne sais pas si tout le monde connaît la Cassiopeia, mais si vous avez l'étoile du Nord, on dit l'étoile polaire, l'étoile du Nord, vous avez la Cassiopeia ici. 1, 2. C'est un W. Et la Grande Ourse, un peu comme ça, de l'autre côté de l'étoile du Nord. C'est une W formée de 5 étoiles dont les astronomes parlent comme alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. Les distances qui séparent ces étoiles de la Terre sont bien connues.